Allez, 3 secondes, c'est parti. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Management. J'ai du Larsen ça va être terrible ça, dans les écouteurs. Donc je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ensemble pour un webinaire de 45 minutes sur notre plateforme d'échange, de partage de ressources à destination des personnels d'encadrement du système scolaire. Je rappelle que Manageduc est aussi un site internet de partage de ressources par et pour les acteurs du système scolaire. Ce webinaire est consacré à la communication de crise. Donc, je suis Thomas Gilbert, je suis proviseur adjoint dans un lycée polyvalent à Nantes et j'ai plusieurs missions au niveau académique sur les questions de gestion de crise, de violence et plus globalement de climat scolaire. Je n'ai pas mon portable normalement, mais je vais mettre mon portable en mode avion, effectivement. On ne sait jamais si ça peut arranger les choses. Excusez-moi. Et donc le webinaire de ce soir, dédié à la communication de crise, et dans le cadre aussi d'un lancement du kit de communication de Manageduc, dont l'une des fiches outils est dédiée à la communication en temps de crise. Alors, très rapidement, je vais accueillir notre invité spécialiste du jour, Stéphane Billet, que je vais inviter à se présenter. Et puis, rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet aussi, nous expliquer comment, en tant que consultant, il a pu accompagner à travers une expérience un dirigeant ou des dirigeants sur la communication en situation de crise. Merci Thomas, merci à tous pour votre présence. Alors, le son est très mauvais, je ne sais pas si c'est le son qui passe mal. J'entends un bruit bizarre, est-ce que c'est normal? Non, je vais essayer de parler malgré ce bruit bizarre. J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous. Ça y est, ça se calme. Donc, je suis Stéphane Billet, effectivement, je suis spécialiste de la communication institutionnelle et de la communication de crise pour des entreprises, des institutions. C'est mon activité principale. Je suis par ailleurs professeur associé au CELSA. Alors, il y a un son en trop, effectivement, je ne sais pas si c'est moi qui dois couper un son. Stéphane, je pense que tu as un micro qui est allumé, un portable qui est allumé, il faudrait le mettre en mode avion. Non? Non, il est en mode avion. Ok. Mon portable est en mode avion. Ouais, j'ai contrôlé, non, c'est bien mode avion, donc je ne sais pas pourquoi ça... Est-ce que vous m'entendez là? Alors oui, on t'entend. Quand tu parles, curieusement, le doublon s'arrête. Mais je ne sais pas, on a l'impression effectivement qu'il y a un double effet de micro. Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand tu parles, ça s'arrête en fait. Il ne faut pas de silence, c'est terrible. Donc effectivement, je disais que je suis amené à accompagner pas mal d'entreprises dans des situations de crise. Et la dernière peut-être que j'ai vécue peut permettre de lancer le débat sur le rôle de l'opinion dans ces affaires. Stéphane, je vais te réinviter à l'écran en fait. Ouais. Ouais, ça va être mieux. Du coup, Thomas, je te laisse meubler.
Alors, bah là, c'est pas de la communication de crise, mais ça s'y apparente. Donc, vous pouvez, on va prendre les choses avec philosophie. Vous pouvez dès à présent poser des questions liées à la communication de crise. Donc, Stéphane Billet est consultant. Alors, il va se présenter ensuite auprès d'une entreprise qui est dédiée à la communication de crise, et il intervient auprès de différents grands groupes français qu'il a pu conseiller, notamment à travers des difficultés. Ah, revoilà Stéphane, on va voir si ça marche. Eh bien, écoute, on t'écoute pour ta présentation, et puis donc si tu peux nous faire part d'une expérience en tant que consultant en communication de crise. Oui, tout à fait. Donc, je disais que peut-être la dernière situation de crise que j'ai accompagnée, c'est un conflit social qu'a connu l'un de mes clients dans le sud-ouest de la France. C'est un gros opérateur économique et donc social dans les Landes. Il s'agit de Labeyrie, que vous connaissez sans doute pour le foie gras, le saumon fumé. Et à l'approche des fêtes de Noël, cette entreprise a été embarquée, si je puis dire, dans la problématique du pouvoir d'achat qui a concerné la France entière et même au-delà, et qui est devenue pour un moment assez long, puisque le conflit a duré 3 semaines, un sujet d'intérêt pour les médias qui, au-delà du conflit social qui intéressait l'entreprise, a conduit les médias locaux, les médias nationaux et même la télévision, France 5 et France 2, à utiliser l'exemple de cette entreprise comme une illustration de la problématique des bas salaires, des fins de mois, des mauvaises conditions de travail. Et quelque part, on a vu dans ce conflit la manière dont une entreprise, une institution, un établissement scolaire peut-être pourrait demain devenir emblématique de quelque chose qui le dépasse. Alors, ce qui est intéressant dans ces phénomènes de crise, c'est qu'en fait, il y a crise quand il y a externalisation d'un problème et reprise médiatique par des médias sociaux, par des médias traditionnels, et que ça devient un sujet d'opinion. Tant que le sujet n'est pas sorti des murs de l'établissement, d'une certaine manière, il y a une gestion de crise à faire. Mais quand ça devient un sujet de communication de crise, alors c'est là où le consultant peut être utile pour accompagner les séquences narratives dans lesquelles l'entreprise, l'institution va se trouver embarquée avec des parties prenantes qui savent très bien gérer l'opinion, très bien gérer les médias. On a vu que les collaborateurs des ateliers Labeyrie étaient capables de communiquer sur TikTok, étaient capables de convoquer les médias pour des conférences de presse, étaient capables de donner de l'image pour nourrir les reportages télévisuels. Et donc, il y a effectivement, je dirais, un travail à armes égales du point de vue de la communication qui fait qu'on a une situation qui va feuilletonner. Et évidemment, tout l'intérêt pour mes clients, c'est que dans ces moments-là, la communication s'interrompe le plus vite possible, que cette surmédiatisation se calme au plus vite. Voilà, je dirais grosso modo le cas duquel on peut partir pour effectivement se dire qu'il y a des règles de gestion de la communication en situation de crise et que ces règles-là, mieux vaut les posséder pour pouvoir naviguer ce moment compliqué, complexe, à rebondissement que peut connaître finalement toute institution, toute entreprise, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura nécessairement un phénomène qui entrera en résonance avec des questions de société plus larges et qui va créer cette rencontre. En fait, je dis souvent à mes étudiants au CELSA que la com de crise, c'est un peu de l'acoustique. C'est-à-dire qu'il y a un son, un bruit qui va venir résonner contre un mur ou contre, je dirais, et faire caisse de résonance. Et il risque d'y avoir
effectivement beaucoup de bruit, parfois beaucoup de bruit pour rien, parfois c'est justifié, mais parfois on voit que c'est amplifié parce que utilisé par certains pour servir leurs intérêts ou tirer parti de la situation, et donc on peut perdre la main, et quand on perd la main, alors c'est compliqué parce que alors là, pour la récupérer, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être pénible, et cette disqualification rend les choses encore plus difficiles pour sortir de la crise. Oui, merci. Alors, si je t'entends et si je comprends bien, bon, je suis un peu l'innocent, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que par moment, on peut se retrouver en tant que personnel de direction, comme finalement n'importe quel responsable ou dirigeant d'une unité, d'une entreprise ou d'un établissement public, quel qu'il soit, avec une situation où on se rend compte que l'événement déclencheur est potentiellement une bombe, ou que de toute façon la situation est explosive et qu'elle est exposée médiatiquement. Mais parfois, on peut avoir peut-être un petit événement au niveau de son établissement scolaire, et c'est finalement le fait que cet événement soit en résonance avec un sujet d'actualité qui peut le transformer en crise et nous amener à être exposés sur le plan des médias et de l'opinion. Comment un personnel de direction, un chef d'établissement, il peut être peut-être attentif à ce qu'on appelle les signaux faibles, à certains signes effectivement qui vont permettre de repérer qu'on est sur un point de bascule entre un événement qui va rester à l'interne et quelque chose qui est potentiellement explosif et qui risque de dépasser l'échelle de l'établissement. Alors, la détection des signaux faibles, c'est clairement, je dirais, une des compétences que les communicants de crise doivent avoir, c'est-à-dire être capable d'être tellement branché sur l'opinion qu'on va croiser un événement, un fait, un dysfonctionnement avec des sujets de société qui peuvent créer de la résonance. Et effectivement, il va y avoir d'une certaine manière, je dirais, une forme de paranoïa qu'on doit développer pour être sans cesse en alerte sur ce qui peut devenir critique parce que sensible, parce que en résonance. Ça, je dirais, c'est le cas où on va avoir effectivement, et je vois dans la boîte de conversation la crise sanitaire, oui, ça donne cet effet acoustique dont je parlais, puisque de fait, quelque chose qui viendrait taper contre ce sujet-là pourrait créer un raisonnement et une résonance particulière, et donc emmener vers une communication de crise, et l'établissement en question pourrait devenir le symbole, l'illustration de ce phénomène. Et alors là, on est évidemment embarqué dans quelque chose qui nous dépasse, et c'est ça la difficulté, puisqu'effectivement, on peut se mettre soi-même parfois dans une situation complexe. Ça, c'est le cas où, par une vigilance, par une écoute de l'opinion permanente, une sensibilité à l'opinion, on va être capable de détecter des signaux faibles parce qu'on se dit, voilà, ce truc-là, un jour ou l'autre, ça pourrait faire les choux gras de telle partie prenante ou de tel média, etc. Il y a aussi des situations où, par exemple, une partie prenante peut avoir intérêt à utiliser l'événement et à créer d'une certaine manière le sujet. Là, on a parlé de sujets qui étaient à l'agenda, le pouvoir d'achat, la crise sanitaire, l'environnement. Bon, il y a des sujets à l'agenda et quand on vit dans notre pays, dans notre époque, on est capable de les entendre, de les comprendre et donc de savoir qu'il peut y avoir ce phénomène de croisement. Il y a parfois aussi, et ça, c'est plus compliqué, des parties prenantes, et je pense notamment à l'ONG Greenpeace, avec laquelle j'ai eu maille à partir quand je me suis occupé du démantèlement du Clemenceau, la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau, navire de souveraineté qui avait été confié à un opérateur privé pour être démantelé, désamianté
dans des conditions spécifiques, mais avec un modèle économique qui profitait à un opérateur privé, et que Greenpeace a été en justice pour faire en sorte que cette coque soit déclarée comme un déchet par le droit, et donc, au terme de la réglementation européenne, ne pouvait pas quitter les frontières de l'Union européenne, interdisant de fait le transfert de cet ex-porte-avions vers l'Inde, où il était censé être démantelé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, une partie prenante, je pense à des associations de parents d'élèves, ou à un parti politique, ou à des gens comme ça, pourraient tout à fait aller en justice pour mettre un sujet à l'agenda. Donc, soit l'agenda est déjà existant, soit on va le créer. Et ça existe souvent, puisqu'il y a beaucoup de procès qui sont intentés, non pas pour gagner en justice, mais pour gagner la bataille de l'opinion. Merci. Alors, si on reprend effectivement cette problématique de crise sanitaire en ce moment, comment est-ce qu'un responsable y fait pour durer, puisque là on est sur une crise effectivement, pour reprendre la question dans le chat. On est sur une crise sanitaire qui dure, où on pense à chaque vague en voir enfin la fin. Et puis, on a un rebondissement qui arrive. Est-ce que finalement la communication dans laquelle on est au début, où nous étions dans de la communication de crise parce qu'il fallait bien communiquer sur quelque chose qui était exceptionnel, mais l'exceptionnel dure. Et finalement, est-ce que la communication de crise autour de la crise sanitaire ne devient pas une communication normale ? Et comment on juge un petit peu, on jauge à quel moment on doit faire attention, ménager effectivement la fatigue des personnels qui sont avec nous, le ras-le-bol des personnes envers qui on communique toujours sur les mêmes sujets. Comment ça se gère, ça, cette crise, cette communication de crise dans la durée ? C'est vraiment difficile de répondre dans le sens où il n'y a pas de recette miracle, à part l'adaptation permanente, la résilience, la capacité à toujours garder son sang-froid et à être finalement dans un mode d'adaptation permanent. Donc oui, on n'échappe pas à la pression, à la fatigue, à la lassitude. Tout l'enjeu, et c'est là où les consultants peuvent aider justement, c'est à faire baisser la pression pour les dirigeants qui sont exposés à la crise, puisqu'en fait, ils doivent la gérer au quotidien, ils doivent la gérer vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, y compris leur propre famille, puisque très souvent, la crise éprouve les dirigeants jusque dans leur intimité, où on leur pose des questions chez eux, dans leur entourage. Donc, en fait, ils sont soumis à des pressions qui d'ailleurs sont souvent contradictoires, donc très difficiles. On a besoin, je pense, de soutien psychologique dans ces cas-là. C'est vrai qu'une partie de mon rôle dans l'accompagnement que je fais des dirigeants exposés à la crise, c'est souvent de leur remonter le moral, c'est souvent de les aider à formuler des éléments de langage, à les préparer, à aller rencontrer les parties prenantes, que ce soit les médias, que ce soit des syndicats, des associations de consommateurs. Essayer, je dirais, de les soutenir à la fois sur le fond et sur le mental, et puis d'une certaine manière, essayer de ne pas se piéger soi-même en voulant trop bien faire. Je crois que la pression, on se la met souvent aussi un peu trop soi-même, c'est-à-dire qu'il faut accepter, dans une crise longue, qu'on ne va pas pouvoir gérer avec beaucoup d'anticipation. Et une chose est certaine en communication de crise, c'est qu'il ne faut pas se piéger soi-même. Quand on sait que ce qu'on va dire risque d'être démenti ou disqualifié le lendemain, alors on a intérêt à ne pas le dire. Et donc, accepter de tenir parfois une position difficile où on doit dire qu'on ne sait pas et arriver à communiquer avec une information quasi inexistante. Et dans ce cas-là, la méthode l'emporte sur le fond, c'est-à-dire que le fait d'être là, d'accepter le dialogue, de répondre qu'on fait ce qu'il faut, qu'on va s'adapter, etc., peut suffire plutôt que d'inventer
ou d'essayer de trouver des réponses qui nous piégeraient. On a en exemple le cas de François Fillon disant imaginerait-on le général de Gaulle mis en examen et voilà une grosse erreur alors que très rapidement il sera mis en examen. Donc ces cas-là, bon, c'est un peu caricatural, mais ces cas-là, on les rencontre très souvent où on va affirmer mordicus quelque chose alors qu'on risque d'être démenti. L'effet est catastrophique. Donc, savoir rester, je dirais, low profile, avoir une forme d'humilité par rapport à la situation est certainement une manière de gérer une crise longue. Autant une crise courte, on va être capable de préparer l'après-crise assez vite. Une crise longue, on peut pas, on est obligé de la gérer quasiment au fur et à mesure et accepter que chaque moment est une séquence narrative particulière qui nécessite une prise en charge spécifique de ce moment en termes de contenu, en termes de forme, en termes de congruence. Qu'est-ce qu'on dit, à quel endroit, dans quel format, avec quels mots, pour que ce soit juste, pour que ça résonne juste et qu'on ne soit pas à côté de la plaque. La congruence, encore une fois, c'est quelque chose que le ministre a montré il y a peu, puisqu'effectivement, Ibiza et la crise sanitaire, ça ne fait pas bon ménage. Voilà, donc la congruence est certainement aussi une des conditions sine qua non de la justesse de la com de crise. Alors, est-ce qu'on n'est pas justement en ce moment, à travers la crise sanitaire, qui est un exemple finalement, on n'a jamais autant parlé de crise, on ne s'est jamais autant intéressé à la crise, y compris dans des milieux comme le nôtre, où c'était pas forcément quelque chose qui allait de soi. Et est-ce qu'on se retrouve pas un petit peu sur une confrontation de postures, parce que on a tendance dans les systèmes régaliens à partir d'une posture qui est on maîtrise tout. Longtemps que les spécialistes de la gestion de crise et de la communication encouragent les dirigeants politiques à sortir peut-être de cette posture pour aller justement vers quelque chose de plus humble. Comment dans un univers qui est le nôtre où le chef d'établissement incarne souvent cette posture de celui qui doit savoir, qui doit gérer, qui doit répondre à tout un peu, à quelque chose de plus finalement de plus modeste, de plus humble, où effectivement on accepte de dire qu'on ne sait pas quels sont les avantages et les inconvénients dans cette posture-là en termes de communication de crise. Alors une chose est certaine, on sera tous exposés à la crise de plus en plus à cause des réseaux sociaux. L'émotion est désormais ce qui prime sur la raison. Donc, être dans une dialectique de la raison, d'une argumentation rationnelle, on peut se tromper en ayant raison. Je pense que ça, c'est important de se dire que ce qui va fonctionner par rapport à une opinion qui est nécessairement émotive, réactive à quelque chose qui relève de l'acceptabilité. On parle beaucoup d'acceptabilité sociale, mais c'est vraiment l'enjeu de l'époque. Ça se fait ou ça se fait pas, fait qu'on doit travailler beaucoup plus le comportement que les mots. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé et je continue à le faire sur les éléments de langage, ces fameux éléments de langage. On se rend compte que ce qui va être peut-être plus efficace, c'est moins ce qu'on dit que ce qu'on donne à voir. Et la manière d'incarner l'autorité plus que de dire l'autorité. Ça, je pense que c'est difficile parce que c'est une posture d'incarnation, d'être là, d'être au contact, d'être dans l'ouverture et le dialogue, ce qui est épuisant, on revient sur la fatigue, mais qui va être beaucoup plus productif que le communiqué bien construit qu'on va sortir. C'est inadapté. On est dans le monde de l'émotion, on est dans ce moment-là où finalement c'est beaucoup plus le comportement qui compte que le message à proprement parler. Évidemment, le message va compter, mais la manière de l'incarner est prioritaire. Et on voit bien que certains sont plus doués que d'autres pour cette incarnation.
sans parler de charisme, il y a des porte-paroles qui vont arriver mieux que d'autres à rassurer, à stabiliser, à finalement faire avancer le sujet dans la bonne direction. D'autres risquent d'être moins adaptés. D'ailleurs, alors je ne sais pas si dans votre structure hiérarchique, on peut choisir dans le groupe des dirigeants d'établissement celui ou celle qui sera la plus appropriée pour jouer ce rôle. Et comme dans une cellule de crise, on pourrait se dire qu'il y a un porte-parole qui va être mandaté et soutenu parce que c'est ce porte-parole qui est le plus efficace dans sa prise de parole. Ça peut être une manière de donner la primauté au comportement et à l'attitude plutôt qu'à cette approche hiérarchique descendante. Ouais, alors on en avait parlé lors de la préparation, je trouve ça très, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui souhaitent réagir, et il ne faut pas hésiter sur le chat, c'est très intéressant comme sujet. J'ai tendance à dire, moi, un petit peu biberonné dans le système scolaire sur l'idée que celui qui communique, c'est le chef et rien que le chef. Et dans un établissement scolaire, on part de ce principe-là, et si jamais ça n'est pas le chef, c'est l'inspecteur d'académie ou le recteur ou le ministre, mais finalement, il y a très peu d'autres personnes qui sont patentées pour communiquer. Est-ce que si j'entends bien, c'est pas forcément la meilleure des stratégies si on n'est pas à l'aise pour communiquer et pour incarner cette posture dont tu parlais? Alors, c'est bien étonnant dans le sens où, d'un point de vue, on va dire, académique, pour ce qui concerne la gestion de la communication de crise, en général, on essaye toujours de garder des fusibles de manière à pouvoir escalader si besoin. Donc, en fait, on ne commence pas par le sommet de la hiérarchie, on a plutôt tendance à commencer la gestion de la communication par quelqu'un qui va être plus près du problème ou du sujet. Et puis, si par malheur cette personne est disqualifiée, on va pouvoir faire monter le supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui statutairement aura un positionnement supérieur et puis éventuellement encore plus haut. Donc en fait, j'ai envie de dire que on devrait plutôt choisir dans les porte-paroles celui ou celle qui va être finalement la plus près du terrain pour garder une capacité d'escalade au cas où on doit sortir, par exemple, le proviseur. Ce n'est pas forcément au proviseur de prendre la parole en premier. Peut-être que ce serait plus malin de faire porter la parole par quelqu'un qui pourrait gérer ou déminer une situation. Si ce n'était pas possible, alors sortir en seconde intention le supérieur hiérarchique. Donc, il y a une forme d'escalade qui peut être un moyen de ne pas perdre la main. En fait, le problème, c'est que si vous sortez directement le plus haut et que cette personne est disqualifiée, il n'y a plus personne. On le voit parfois dans les conflits avec la tutelle où les syndicats disqualifient le ministre et veulent parler au Premier ministre. Bon, là, le fil de la relation est coupé et donc ça va être compliqué pour le ministre de reprendre un dialogue normalisé dans le sens où cette personne a été disqualifiée. Donc il y a effectivement, je vois Daniel Perles qui dit qu'elle aime à dire que c'est pas la fonction qui fait l'homme, mais l'homme ou la femme qui fait la fonction. Et c'est vrai que cette incarnation-là est certainement une manière plus efficace de gérer la situation. Peut-être l'adjoint, en effet, je ne sais pas, en tout cas à vous de voir, mais c'est bien de garder une capacité à sortir quelqu'un qui, en termes de légitimité, va permettre de garder la main. Si on perd la main, ça c'est vraiment difficile parce qu'après vous allez ne plus être audible, vous n'allez plus pouvoir argumenter et repositionner le sujet, la négociation au centre
vous allez vous faire embarquer. Et quand on se fait embarquer, on perd l'équilibre. Et quand on perd l'équilibre, on tombe. Une fois qu'on est tombé, c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus coûteux de se relever. Donc, il y a vraiment une idée de verticalité dans la com de crise. Et cette verticalité, il faut essayer de la maintenir tout le temps. Si le fil de la relation se casse ou se distend, alors la crise risque d'être plus violente, plus longue et plus coûteuse au final en énergie ou en difficulté à reprendre Parce qu'en fait, la crise, c'est un moment paroxystique qui doit évidemment s'interrompre le plus vite possible pour qu'on retrouve un rythme normal de fonctionnement. Si on n'arrive pas à gérer vite la crise, alors effectivement, elle va coûter cher. Elle va coûter cher de différentes manières. Pour une entreprise, ça va être peut-être des clients qui ne sont pas livrés, des commandes qui ne sont pas honorées, mais pour l'éducation nationale, ça va être du décrochage scolaire, ça va être des personnels fatigués et démotivés, ça va être effectivement des difficultés peut-être dans les relations avec les autorités locales, etc. Donc en fait, le prix d'une crise mal gérée, il peut s'évaluer de différentes manières. Ça, c'est effectivement important de bien voir ça. Mieux on gère et mieux on se porte, évidemment. Merci. Il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. J'imagine que tout le monde t'écoute avec grand intérêt. Ça doit réfléchir sur la manière dont ça résonne chez nous. Lorsqu'on avait préparé le webinaire, j'avais mis en lien un petit peu deux situations qui sont assez connues sur des événements qui avaient basculé sans qu'on s'en rende compte. Le premier, c'était celui de la journée de la jupe. Je ne sais pas si les collègues se souviennent de ça, sur un périmètre que je connais bien parce que c'est la ville de Nantes où j'exerce. Dans un établissement scolaire, le conseiller principal d'éducation, en lien d'ailleurs avec le délégué académique à la vie des élèves, des lycéens, avait organisé une journée de lutte contre les discriminations. Et l'idée, c'était d'encourager tout le monde à venir en jupe, y compris les garçons, pour affirmer leur soutien aux élèves féminines qui étaient victimes de moqueries, de remarques, etc. Et c'était tombé en plein débat sur le mariage pour tous. Et en fait, cette action-là avait été récupérée par Frigide Barjot, c'était son nom, et la manif, donc elle avait dépêché des quarts de manifestants et puis alerté la presse de manière à ce que la ville se transforme et l'établissement en symbole de ces luttes. Voilà. Et donc l'équipe de l'établissement s'était retrouvée au milieu de cette histoire-là. Est-ce que on rencontre finalement beaucoup dans le paysage de la gestion de crise des dirigeants, des responsables, des entreprises qui se retrouvent finalement au démarrage, il n'y avait pas un événement extraordinaire et puis d'un seul coup ça catapulte tout de suite l'entité sous les feux des projecteurs et elle doit après limite se justifier de son fonctionnement? Alors, c'est pas si fréquent que ça, heureusement, mais c'est très probable, puisque on est toujours potentiellement exposé à ce risque de télescopage entre une action, une prise de position et la réaction que certains peuvent avoir. Alors, ça va être de la critique sur les réseaux sociaux, ça va être une protestation un peu plus organisée, ou ça va être une récupération, comme ce que tu rappelles là, d'un mouvement qui a intérêt, pour défendre sa cause, à utiliser, à te prendre en otage. Et dans ce cas-là, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est un peu victime. C'est un peu mon histoire de la pérille, au-delà de la réalité du dialogue social dans l'entreprise, avec certainement des revendications justifiées sur les salaires, sur les conditions de travail. Il y a clairement une prise en otage
par, en l'occurrence, des centrales syndicales qui ont intérêt en ce moment, compte tenu de l'agenda politique en période électorale, à faire valoir des sujets. Et c'est bien logique, mais effectivement, on peut être pris en otage par cette situation-là. On ne peut rien faire contre ça, parce que si tu me dis on arrête toute prise de position en faveur de tel ou tel pour éviter la réaction, alors on ne fait plus rien. Donc moi j'ai envie de dire on n'échappera pas à la crise, il faut l'accepter comme une fatalité, un jour ou l'autre. Alors c'est pas une fatalité absolue, mais il y a de fortes chances pour que ça nous arrive un jour ou l'autre. Ce qui compte, c'est de se préparer. Et une grosse partie de mon activité de consultant, c'est de se préparer à la crise. La gérer, c'est une chose. Mieux elle aura été préparée, mieux on se sera préparé à la gérer et mieux on la gérera, même si, évidemment, on n'arrivera pas à l'empêcher, on arrivera à la contraindre, on arrivera à la restreindre, on arrivera à la contenir. Et ça, c'est déjà une victoire, d'une certaine manière, par rapport à ce que ça pourrait être. Donc vraiment, je pense, et c'est ton rôle, je crois, Thomas, de faire en sorte que un établissement d'enseignement, c'est finalement une petite entreprise avec des personnels, avec des élèves, des étudiants, c'est des dynamiques sociales, politiques, économiques, etc. Donc c'est quelque chose qui est en plein cœur de l'espace social, donc nécessairement exposé à la critique. Et donc, au-delà des sujets de société sur l'éducation, sur la performance scolaire des élèves, etc., les classements internationaux, qui sont un sujet qui nous dépasse un peu, j'ai envie de dire, quand on est un établissement spécifique, on peut être rattrapé. Et donc, effectivement, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'éviter l'amalgame entre une réalité d'un établissement et une question de société qui, quelque part, nous intéresse à titre personnel, à titre de citoyen, à titre d'enseignant, mais ne concerne pas spécifiquement cet établissement-là. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à ne pas être celui ou celle qui est le symbole, l'illustration, parce que la réputation va être entachée. Et la réputation pour un établissement d'enseignement, c'est évidemment un actif important qu'il ne faut pas mettre en péril. Donc il y a vraiment un enjeu de com de crise, je crois, aujourd'hui, pour tout le monde, pour toute forme d'organisation qui est dans l'espace public et donc soumis au regard critique et à la critique de plus en plus émotionnelle, encore une fois. Je pense que ça, c'est vraiment un phénomène actuel. Nous, on a beaucoup de mal à faire entendre des raisonnements argumentés à des publics qui ne veulent pas les entendre et qui sont sur des logiques émotionnelles. Donc, il faut arriver, et c'est tout l'enjeu là du porte-parole, d'où la très lourde responsabilité qu'il a, je parlais d'incarnation tout à l'heure, à justement essayer de sortir, d'apaiser l'émotion pour retrouver un champ d'expression basé sur le rationnel, l'argumentation. Et tout l'enjeu est là. Si on n'arrive pas à faire baisser la pression, alors on rajoute de l'huile sur le feu et donc, en effet, on va être contre-productif. Moi, je trouve en effet, je vous rejoins, que c'est vraiment un défaut de savoir-être. Je crois beaucoup au comportement. Je crois beaucoup qu'on est jugé sur le comportement tout autant que sur ce qui est dit. D'où l'importance d'intégrer ces compétences. Alors j'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français, mais de soft skills, d'arriver à intégrer effectivement ces capacités de savoir-être, de savoir interagir, de savoir établir une relation qui va être équilibrée, qui va être réciproque, plutôt que de se murer dans cette autorité qui ferait sortir, ferait descendre une réalité, une vérité. Y a-t-il une seule et unique vérité? En com de crise, c'est clair que non. L'ingénieur, on parle du syndrome de l'ingénieur souvent. Je disais tout à l'heure, attention à ne pas se tromper en ayant raison. Clairement, on en est là. C'est-à-dire que si je vous explique par A plus B que j'ai raison
mais que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, c'est sûr que le terrain n'est pas propice. Et là, c'est effectivement non pas une faute de fond, d'argumentation, mais clairement une faute de comportement, une faute de savoir-être. Donc, vous avez absolument raison, je vous rejoins complètement. Il faut arriver à positionner le porte-parole de manière à ce qu'il soit congruent, juste, pertinent, et que l'acceptabilité ne soit pas remise en cause. C'est un gros travail parce que, en effet, quand on est dans ce moment de crise, on est tellement sous pression qu'on peut sortir de ses gonds, soit s'écrouler, être touché personnellement et donc en fragilité, soit exaspéré, en colère, et c'est contre-productif. Donc, il y a vraiment besoin de poser les choses, d'arriver à garder raison et d'arriver à garder cette tête froide. Ouais, comme le dit le participant sur la dernière remarque, plus on, enfin je pense que tu vas être d'accord avec ça, plus on capitalise en temps calme sur sa communication envers l'ensemble de la communauté, de ses usagers, etc., plus on a un capital confiance qu'on va pouvoir utiliser lorsque survient une situation de crise. Alors moi, je ne sais pas si vous faites des simulations dans les établissements, mais je pense que programmer tous les 2 ans une simulation de crise où on déclenche, nous c'est ce qu'on fait en entreprise, hein, ou dans les villes. Enfin, vous voyez parfois, la mairie de Paris avait fait ça pour la fameuse crue centennale. Effectivement, ce serait intéressant de se mettre en situation, de voir comment on réagit, quelles sont les procédures qui sont en place. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on a ne serait-ce que les numéros de téléphone de tout le monde pour prévenir? Est-ce qu'on a un porte-parole, une cellule de crise qui saurait se mettre en place à l'échelle de l'établissement? Je pense que ça, c'est certainement une manière de prendre confiance, ou en tout cas de se rendre compte de ce qu'on fait bien et de ce qu'on fait moins bien. Alors, si qu'on est vraiment un noob, comme diraient les jeunes, dans la communication de crise, il nous reste 3 minutes entre nous pour en profiter de ton expertise. Sur quoi un chef d'établissement il devrait se concentrer pour prévenir sa prochaine communication de crise? On parlait de savoir-être. Je pense que le savoir-être, encore une fois, est la réponse dans le sens où, enfin, moi, je suis paranoïaque de ce point de vue-là, c'est-à-dire que j'anticipe toujours le retour de bâton. C'est-à-dire que je prends un sujet et bon, c'est mon métier, hein, donc c'est mon activité principale, donc je n'ai pas de mérite parce que je ne fais que ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder un sujet au prisme des réactions qu'il va susciter. Et je raisonne avec une notion d'appréciation du risque, et je me dis, bon, le risque, la probabilité du risque est faible parce que l'agenda médiatique il n'est pas là, parce que c'est plutôt calme en ce moment, parce qu'il n'y a pas de prise au vent et que grosso modo ça devrait bien passer. Et donc j'ai vraiment cette évaluation permanente en ayant en tête le retour de bâton. Enfin voilà, et je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui raisonne comme ça, le chef d'établissement peut-être, ou dans l'équipe quelqu'un qui ait ce regard-là de gestion du risque. La com de crise, c'est le risque, hein, c'est vraiment quelle appréciation on a du risque en termes de probabilité et en termes d'impact. Et donc, par rapport à ça, bon, on prévoit une modification, on prévoit une initiative, on prévoit une prise de position, etc. Regardons, apprécions ce que ça pourrait donner. Si on considère que le risque est faible ou peu probable, alors il faut le faire. Si on considère qu'il y a un gros risque et que ça pourrait être utilisé contre nous ou détourné ou mal interprété, alors peut-être que ça conduit à revoir la manière de faire les choses, ou voire renoncer à les faire tout simplement. Je pense que c'est vraiment une question d'appréciation du risque. Il faut développer cette capacité-là, se dire qu'on ne peut pas être qui est.
on doit rester inquiet. Je crois que désormais, cette inquiétude permanente, bon, c'est pas très agréable, mais c'est une responsabilité du dirigeant. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. J'ai envie de pousser, comme le début était un petit peu, on avait quelques soucis techniques. En t'entendant, on a beaucoup entendu parler des réseaux sociaux et de l'hyper-présence de ces réseaux. Ça a changé forcément la donne de la communication des dirigeants en situation de crise, et est-ce que la veille, elle doit être particulièrement présente sur ces réseaux qui sont facteurs, déclencheurs, accélérateurs de crise? Alors oui, évidemment, on a développé avec des outils d'ailleurs, qui sont des outils de social listening, comme on dit, donc d'écoute des réseaux sociaux. On est aidé par ces outils qui coûtent d'ailleurs très cher. Donc, je ne pense pas que ce soit possible d'avoir ça partout. Et en plus, et là, je lis un commentaire sur le temps disponible. Il faut du temps. Nous, les agences, c'est notre activité, donc on est là pour ça. Ça nous prend du temps, mais c'est du temps que nous vendons, donc c'est notre activité, on est là pour ça. En revanche, dans les organisations elles-mêmes, je suis d'accord que les dirigeants, ce n'est pas leur activité principale. Pour autant, je répondrai que il faudrait qu'ils entrent dans leur temps disponible, dans leur temps de cerveau disponible, ce discernement dont ils ont, je crois, la responsabilité désormais, parce qu'on est dans un monde hyper médiatisé qui va très vite. Malheureusement, j'ai envie de dire, dans la description de poste du dirigeant, il doit y avoir cette sensibilité à l'opinion. Elle fait partie de la manière dont on pilote son organisation. Enfin, l'opinion s'est invitée à la table des conseils d'administration des entreprises et à la table certainement des conseils pédagogiques dans les établissements. Je pense que ce facteur opinion, il doit être présent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye au CELSA de faire rentrer dans les têtes de nos étudiants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Intégrer l'opinion comme un facteur de décision dans la gouvernance de vos organisations, parce que désormais, si vous ne le faites pas, l'opinion s'invitera d'elle-même. Donc oui, il faut essayer d'ajouter cette sensibilité à l'opinion. Elle est peut-être pas dans le référentiel, peut-être faudra-t-il l'y introduire un jour, mais un dirigeant, dans le public, dans le privé, dans un établissement d'enseignement comme dans une entreprise, dans une association, doit avoir cette capacité d'écouter l'opinion, au risque que, vous voyez par exemple, bon, si j'ai 2 minutes encore, là je travaille, j'ai pour client le service civique solidarité senior, qui est donc l'engagement volontaire de jeunes en service civique. Le président Macron, au moment de la pandémie, a souhaité que des jeunes en service civique puissent s'occuper des personnes âgées isolées en établissement d'hébergement EHPAD et à domicile. Eh bien, voilà une prise de parole qui est prévue là sur l'intergénérationnel, qui va entrer en résonance avec la crise Orpea. Je peux vous dire qu'on a complètement revu la stratégie en anticipation de la crise, parce qu'effectivement, il n'y a pas de crise encore pour le service civique des jeunes qui vont s'occuper des personnes âgées, mais on sait très bien que des jeunes en service civique qui viendraient compenser le manque de personnel dans les EHPAD, voilà un beau sujet de société. Donc, vous voyez que ce discernement-là, on est obligé de l'avoir. Il n'est pas très compliqué à avoir. Il suffit d'être un peu branché sur l'opinion et de se dire, effectivement, ce qu'on est en train de préparer, à tous les coups, on va se le prendre en boomerang. Eh bien, Stéphane, merci beaucoup. Je pense que ça a été très, très instructif et très intéressant. On pourrait pousser le webinaire jusque tard dans la nuit. Alors, tout le monde n'est pas en vacances. Donc, écoute, je vais te remercier. J'invite les participants à ce webinaire à poursuivre la réflexion sur donc je crois qu'il y a un atelier pour les adhérents après le webinaire.
Vous êtes invités aussi à poursuivre la réflexion à travers les différentes fiches du kit de communication. Et je crois avoir compris qu'il y avait un groupe sur LinkedIn aussi dédié voilà, à ce kit de communication, y compris à la communication en situation de crise. Stéphane, merci beaucoup. Encore. Merci à vous, j'ai été ravi de participer. J'espère que ces échanges auront été utiles. Merci Thomas et ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Eh bien, merci à tous. Et donc, sans qu'il y ait d'antenne, je crois qu'on va rendre l'antenne. Et je souhaite à chacun et chacune une très bonne soirée avec le moins de crises possible, au moins dans les semaines à venir, puisque nous le savons, les crises ne font que passer et se succéder. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.